Alors que les regards du monde financier sont aujourd'hui braqués sur les tensions entre Berlin et New York concernant le rapatriement des réserves d'or, il existe un précédent historique fascinant que la plupart des observateurs ont oublié. Il y a moins d'une décennie, l'Allemagne a mené à bien l'une des plus grandes opérations de transfert de valeur de l'histoire moderne, en vidant intégralement ses coffres situés à la Banque de France. Ce n'était pas quelques lingots symboliques, mais un trésor colossal de 374 tonnes de métal pur qui a traversé la frontière dans une discrétion absolue. Cette opération, qui s'est étalée entre l'année 2013 et l'année 2017, constitue le plan parfait que la Bundesbank rêverait de reproduire aujourd'hui avec les États-Unis. Contrairement au fiasco logistique et politique qui se joue outre-Atlantique, le retrait de l'or stocké à Paris s'est déroulé sans accroc, sans scandale et presque sans couverture médiatique. C'est la preuve qu'il est possible de déplacer des montagnes d'or entre deux grandes puissances souveraines lorsque la confiance et la transparence sont au rendez-vous. Mais pourquoi cet or était-il à Paris en premier lieu? Et surtout, pourquoi l'Allemagne a-t-elle décidé subitement, après 50 ans de stockage paisible, de tout rapatrier jusqu'au dernier gramme, vidant complètement son compte à la Banque de France? Derrière la logistique des camions blindés se cache une histoire économique profonde liée à la création de l'euro et à la fin d'une époque monétaire. Voici l'histoire méconnue de l'opération Or de Paris, le transfert le plus efficace et le plus silencieux du siècle. Chapitre 1. La raison historique. Pourquoi Paris? Pour comprendre ce mouvement, il faut remonter aux origines de la guerre froide et à la reconstruction économique de l'Allemagne de l'Ouest. Dans les années 50 et 60, l'Allemagne accumulait des excédents commerciaux massifs grâce à son miracle économique. Mais elle vivait aussi sous la menace constante d'une invasion soviétique à l'Est. La diversification géographique des réserves n'était pas une option financière, c'était une nécessité de survie nationale pour protéger le trésor de guerre hors de portée de l'armée rouge. La France, en tant que voisin immédiat, allié politique et puissance nucléaire, offrait une solution de stockage idéale, suffisamment proche géographiquement pour être accessible rapidement, mais suffisamment éloignée du rideau de fer pour offrir une sécurité stratégique. De plus, Paris était une place financière centrale en Europe, ce qui facilitait les opérations de marché. La Banque de France, avec sa souterraine, imprenable, située à 26 mètres sous terre, offrait des garanties de sécurité physique inégalées pour stocker les lingots allemands. Mais il y avait aussi une raison purement monétaire, liée au système de Bretton Woods et au taux de change fixe de l'époque. L'Allemagne avait besoin de détenir de l'or à Paris pour pouvoir, en cas de besoin, le convertir rapidement en francs français. Cela lui permettait d'intervenir sur les marchés d'échange pour stabiliser le cours du Deutsche Mark par rapport au franc, qui était l'un de ses principaux partenaires commerciaux. L'or servait de collatéral ultime pour ses opérations de swap, de devises. Si la Bundesbank avait besoin de liquidités en francs pour payer des importations ou soutenir sa monnaie, elle pouvait utiliser son or parisien comme garantie instantanée auprès de la Banque de France. C'était une époque où les règlements internationaux se soldaient souvent par des mouvements physiques ou comptables de métal précieux entre les banques centrales. Ainsi, année après année, les excédents commerciaux allemands vis-à-vis de la France se sont transformés en lingots qui s'empilaient dans les coffres parisiens. Ce stock a fini par atteindre près de 10% des réserves totales de l'Allemagne, une somme considérable qui témoignait de l'intensité des liens économiques entre les deux moteurs de l'Europe. C'était un dépôt de confiance, mais aussi un outil de travail monétaire quotidien. Pendant des décennies, cet arrangement a fonctionné à la perfection, dans l'indifférence générale. Les lingots dormaient, audités régulièrement, et servaient de socle silencieux à la coopération franco-allemande. Personne à Bonn ou à Francfort ne remettait en cause la pertinence de laisser cette fortune à l'étranger, car elle avait une utilité fonctionnelle précise dans le mécanisme d'échanges européens pré-euro. Cependant, l'histoire avance et les contextes changent. Ce qui était une nécessité vitale dans les années 70 est devenu, comme nous allons le voir, une anomalie anachronique au XXIe siècle. L'or de Paris, autrefois outil stratégique, allait devenir un actif dormant, inutile, prêt à être rapatrié dès que l'opportunité politique se présenterait. Chapitre 2. Le tournant de l'euro, l'inutilité monétaire. Le véritable déclencheur du rapatriement n'est pas la peur, comme ce fut le cas pour New York, mais la logique économique implacable née de l'introduction de l'euro. Lorsque la France et l'Allemagne ont abandonné le franc et le mark pour adopter la monnaie unique, la justification monétaire de stocker de l'or à Paris a disparu du jour au lendemain. Les deux pays partageaient désormais la même devise, la même banque centrale, la BCE, et le même système de paiement. Soudainement, la Bundesbank n'avait plus jamais besoin de convertir de l'or en francs français pour soutenir sa monnaie, puisque le franc n'existait plus. L'or stocké à la Banque de France ne servait plus de collatéral pour des opérations de change intra-européennes. Il était devenu, selon les propres termes des banquiers centraux allemands, un actif mort ou mal alloué.
qui ne rendait plus aucun service opérationnel sur place. Contrairement à l'or stocké à New York ou à Londres, qui pouvait encore servir à obtenir des dollars ou des livres sterling en cas de crise majeure, l'or de Paris n'offrait plus aucun avantage de diversification monétaire. Si l'euro s'effondrait, l'avoir à Paris ou à Francfort ne changeait rien. D'un point de vue de gestion de bilan purement rationnel, il n'y avait plus aucune raison de payer des frais de stockage ou de laisser cet actif hors du territoire national. C'est cette logique froide, et non une défiance politique envers la France, qui a motivé la décision de tout rapatrier. Karl Ludwig Thiel, membre du directoire de la Bundesbank à l'époque, a été très clair sur ce point. Puisque la France et l'Allemagne sont dans la même union monétaire, le stockage délocalisé n'a plus de sens technique. C'était une opération de nettoyage de bilan. Une rationalisation post-euro qui avait tardé à se mettre en place par inertie administrative. Cette situation offrait à l'Allemagne une opportunité politique idéale. En rapatriant l'or de France, elle pouvait montrer à son opinion publique qu'elle agissait pour ramener le trésor national, tout en ne froissant pas son allié français. C'était le terrain d'entraînement parfait pour tester les capacités logistiques de la Bundesbank avant de s'attaquer aux dossiers beaucoup plus sensibles et complexes des réserves américaines. La décision a été prise de vider intégralement le coffre parisien. Pas de demi-mesure. Les 374 tonnes devaient être rentrées. C'était un message symbolique fort. L'ère de l'après-guerre et des divisions monétaires européennes était définitivement close. L'or rentrait à la maison, non pas parce que l'Allemagne avait peur de la France, mais parce que l'Allemagne et la France étaient devenues si intégrées que la distance n'avait plus d'importance. Ainsi, ce qui aurait pu être perçu comme un acte de méfiance a été habilement présenté comme une conséquence technique de l'amitié franco-allemande et de la construction européenne. C'est toute la différence avec le dossier américain actuel. Avec Paris, la justification était technique et acceptée par les deux parties. Avec New York, elle est subie et teintée de suspicion géopolitique. Chapitre 3. L'opération fantôme, logistique secrète. Une fois la décision politique prise, il a fallu organiser le transfert physique de 374 tonnes de métal. Une opération logistique à haut risque. Contrairement aux transferts transatlantiques qui nécessitent des avions ou des navires, le rapatriement depuis la France pouvait se faire par voie terrestre, ce qui simplifiait certains aspects, mais en compliquait d'autres en termes de sécurité sur la route. L'opération a été planifiée comme une série de convois militaires secrets étalés sur une période de 4 à 5 ans pour ne pas attirer l'attention. Ni la date des transports, ni les itinéraires, ni les moyens exacts utilisés n'ont jamais été rendus publics en temps réel. On sait aujourd'hui que des camions blindés banalisés, escortés par des forces de police d'élite des deux pays, ont fait la navette entre Paris et Francfort, transformant les autoroutes de l'Est de la France en couloirs de transport de valeurs les plus riches du monde. Le défi était de déplacer environ 5 à 10 tonnes par voyage, répété des dizaines de fois, sans jamais créer de routine observable par des groupes criminels. La discrétion était l'arme absolue. Pas de gyrophares hurlants, pas de convois interminables qui bloquent la circulation. L'objectif était de fondre ces cargaisons valant des milliards d'euros dans le flux anonyme du trafic routier européen. La coopération entre la Banque de France et la Bundesbank a été exemplaire. Les autorités françaises ont facilité l'accès à leurs installations souterraines, permettant aux équipes allemandes de préparer les palettes et de vérifier les chargements directement dans la souterraine. Il n'y a eu aucun blocage administratif, aucun délai suspect, aucune panne d'ascenseur diplomatique. La France a simplement dit « C'est votre or, voici les clés. Quand voulez-vous venir le chercher ?» Cette fluidité contraste violemment avec les obstacles bureaucratiques rencontrés aux États-Unis. Ici, tout était clair. Les inventaires correspondaient, les lingots étaient disponibles immédiatement. C'était la démonstration que le système de stockage de la Banque de France était géré avec une rigueur et une transparence totale, renforçant paradoxalement la réputation de la place de Paris comme gardien fiable, même au moment où elle perdait un gros client. Pour l'Allemagne, c'était aussi un test grandeur nature de sa capacité à gérer la sécurité d'un tel flux. Assurer des milliards d'euros de marchandises sur la route demande des protocoles d'assurance et de responsabilité juridique complexes. Qui paie si le camion se renverse? Qui intervient si un commando attaque? Tout a été réglé dans le silence des bureaux feutrés des banques centrales, sans la moindre fuite dans la presse à scandale. Au final, le transfert s'est terminé en 2017, avec 3 ans d'avance sur le calendrier initialement prévu qui allait jusqu'en 2020. Cette accélération prouve que lorsque deux États veulent vraiment collaborer, les contraintes logistiques peuvent être surmontées avec une efficacité redoutable. L'Allemagne avait prévu large, la France a livré vite. Chapitre 4. La transparence totale, l'audit sans obstacle. Un point crucial qui différencie l'expérience française de l'expérience américaine est la question de l'audit et de l'accès au coffre. Avant même le début des transferts,
La Bundesbank avait toujours eu un accès beaucoup plus facile et transparent à ses réserves situées à Paris. Il n'y avait pas cette culture du secret défense paranoïaque qui entoure la Réserve fédérale de New York. Les relations entre confrères banquiers centraux européens étaient fluides et basées sur des standards de vérification communs. Lorsque l'Allemagne a manifesté son intention de rapatrier l'or, la Banque de France n'a pas cherché à gagner du temps ou à masquer la réalité de ses stocks. Il n'y a pas eu de scandale de lingots manquants ou de soupçons de prêt d'or non déclarés. L'intégrité du stock était parfaite. Cette transparence a permis de désamorcer toute polémique politique en Allemagne. Les partisans du rapatriement ne pouvaient pas accuser la France de vol, ils pouvaient seulement invoquer la logique géographique. Cette attitude a permis à la Bundesbank de communiquer sereinement auprès de son Parlement et de son opinion publique. Elle pouvait publier des rapports d'étape précis, confirmant que chaque tonne attendue était bien arrivée et correspondait au registre. Cela a renforcé la crédibilité de l'institution allemande, qui a pu montrer qu'elle maîtrisait la situation, contrairement au flou artistique qui régnait sur ses avoirs américains. La Banque de France, de son côté, a joué le jeu de la clarté, comprenant que sa réputation de place financière était en jeu. Refuser ou ralentir l'audit aurait été suicidaire pour l'image de Paris. En facilitant le départ de l'or allemand, la France a prouvé au monde entier qu'elle était un partenaire de confiance, qui respecte scrupuleusement le droit de propriété de ses déposants souverains, une qualité qui vaut plus cher que l'or lui-même sur les marchés internationaux. Les auditeurs de la Bundesbank ont pu vérifier que les lingots stockés à Paris étaient pour la plupart les lingots d'origine, avec leurs marquages historiques. Cela confirmait que l'or n'avait pas été travaillé ou hypothéqué en secret pendant les décennies de stockage. C'était de l'or good delivery, classique, dormant et intact. Cette confirmation physique a clos le débat sur la sécurité des réserves en France. Cette transparence a aussi permis de réduire les coûts de l'opération. Moins de suspicion signifie moins de contrôle intermédiaire, redondant, moins d'avocats et une logistique plus directe. La confiance est un accélérateur de transactions. Là où la méfiance américaine a créé des frictions et des délais, la clarté française a permis une autoroute logistique. C'est une leçon de gouvernance importante. Dans le monde de la smart money, la transparence n'est pas une faiblesse, c'est un actif stratégique. En étant transparente, la France a perdu le stock physique, mais a gagné un capital politique et une réputation de fiabilité qui renforce sa position au sein de l'eurosystème. Chapitre 5. La refonte. Standardiser tout. Une fois l'or arrivé à Francfort, la Bundesbank ne s'est pas contentée de le poser sur des étagères. Elle a engagé un processus systématique de vérification et de standardisation qui a impliqué la refonte de la quasi-totalité des lingots rapatriés de Paris. Pourquoi fondre de l'or qui est déjà pur et certifié ? La réponse tient aux normes du marché moderne et à la volonté allemande d'avoir un stock zéro défaut. Beaucoup des lingots stockés à Paris datèrent des années 50 ou 60. Ils avaient des formes parfois irrégulières, des barres dites navettes, ou des standards anciens qui, bien que valant leur poids en or, n'étaient plus optimaux pour le trading moderne sur le marché de Londres. LGD, London Good Delivery. Le standard actuel exige des barres d'environ 12,5 kg, avec des dimensions et des marquages très précis. En refondant l'or, l'Allemagne a fait d'une pierre deux coups. Premièrement, elle a modernisé son stock, le rendant immédiatement vendable sur le marché mondial sans décote ni délai si une crise survenait. Deuxièmement, la refonte est le test de pureté ultime. En fondant le métal, on s'assure qu'il n'y a aucun noyau de tungstène ou d'impureté caché au cœur du lingot. C'est l'audit chimique absolu. Ce processus industriel a confirmé qu'il n'y avait aucune anomalie dans l'or venu de France. La quantité d'or fin récupérée après refonte correspondait exactement au livre comptable. C'était la validation finale de l'honnêteté du gardien français. Cependant, cette étape a ajouté une couche de complexité logistique. Car il a fallu trouver des capacités de fonderie certifiées capables de traiter des centaines de tonnes de métal précieux en quelques années. La décision de tout refondre montre aussi le changement de mentalité de la Bundesbank. L'or n'est plus vu comme une relique historique intouchable, mais comme un actif financier liquide qui doit être prêt à l'emploi. On ne garde pas des lingots de collection, on garde de la liquidité souveraine standardisée. C'est une approche pragmatique et professionnelle de la gestion de réserves. Ce processus de standardisation a permis à l'Allemagne d'unifier son stock national. Aujourd'hui, que l'or vienne de Paris, de Londres ou de New York, une fois passé par Francfort, il devient un lingot Bundesbank standard, interchangeable et traçable. Cela simplifie la gestion future et renforce la sécurité des inventaires. Ironiquement, c'est peut-être cette étape de refonte qui a pris le plus de temps, plus que le transport lui-même. Mais elle était nécessaire pour fermer définitivement le chapitre de l'après-guerre. Les vieux lingots de la guerre froide ont disparu pour donner naissance à une réserve d'or moderne, prête pour les défis du XXIe siècle. Chapitre 6. Mission accomplie.
la fin d'une ère. En 2017, la Bundesbank a pu annoncer officiellement « mission accomplie ». Le dernier lingot allemand avait quitté Paris. L'objectif de rapatrier la totalité des 374 tonnes avait été atteint plus vite que prévu. Désormais, la France ne détient plus une seule once d'or allemand. C'est la fin d'une relation de garde qui aura duré plus d'un demi-siècle. Cette conclusion heureuse est passée relativement inaperçue du grand public, car les bonnes nouvelles font rarement les gros titres. Pourtant, c'est un événement majeur. Il signifie que l'Allemagne a réussi à nationaliser une partie significative de ses réserves sans déclencher de panique sur les marchés, sans froisser ses alliés et sans créer de crise diplomatique. C'est la preuve par l'exemple que le rapatriement est possible. Aujourd'hui, l'Allemagne détient un peu plus de 50% de son or total sur son propre sol, à Francfort. Le reste est encore partagé entre New York et Londres. Mais la case Paris est désormais vide. Cela a permis à la Bundesbank de faire taire les critiques internes les plus virulentes qui réclamaient le retour de l'or. En montrant qu'elle agissait, elle a regagné la confiance de son opinion publique. Pour la France, ce départ n'a pas été vécu comme une perte, mais comme une normalisation. La Banque de France continue de stocker de l'or pour d'autres nations, mais elle a libéré de l'espace et réduit sa responsabilité sur ce stock massif. Les relations entre les deux banques centrales sont restées excellentes, prouvant que la clarté des comptes est le meilleur ciment de l'amitié. Ce succès met d'autant plus en lumière les difficultés actuelles avec les États-Unis. L'Allemagne peut désormais dire à Washington « Regardez, nous l'avons fait avec Paris en 3 ans, sans problème. Pourquoi est-ce si compliqué avec vous ?» Le précédent français sert de levier de pression implicite dans les négociations transatlantiques. C'est le miroir tendu à l'opacité américaine. L'opération Or de Paris restera dans les annales comme un modèle de soft power financier. Elle a permis à l'Allemagne d'affirmer sa souveraineté sans agressivité. Elle a transformé une vulnérabilité historique, l'or dispersé, en une force logistique démontrée. C'est la victoire de la méthode et de la discrétion sur le chaos et le bruit. En conclusion, si l'on regarde la carte des réserves allemandes aujourd'hui, le vide laissé à Paris est paradoxalement le signe d'une Europe apaisée. On ne laisse plus ses bijoux chez le voisin au cas où. On les garde chez soi parce qu'on se sent enfin en sécurité et parce que le voisin est devenu un partenaire si proche qu'on partage la même monnaie, rendant les vieilles garanties métalliques obsolètes entre nous. Ainsi s'achève l'histoire secrète des 374 tonnes de Paris. Une opération parfaite, invisible et efficace. L'Allemagne a prouvé qu'elle pouvait récupérer son or quand elle le voulait. Du moins, quand son partenaire joue le jeu de la transparence. Cela nous ramène inévitablement à la question brûlante d'aujourd'hui. Pourquoi ce qui a été si simple avec la France est-il si compliqué avec les États-Unis ? La fluidité de l'opération parisienne agit comme un révélateur. Elle indique mathématiquement que les frictions observées à New York ne sont pas d'ordre logistique, mais structurel. Si vous avez raté notre enquête sur l'or bloqué aux États-Unis, je vous invite à la regarder maintenant. C'est la pièce manquante du puzzle pour comprendre la guerre silencieuse des métaux précieux. Le lien s'affiche à l'écran. Abonnez-vous pour comprendre ce que la smart money ne vous dit pas. À tout de suite dans l'autre vidéo.